Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On attend quelques secondes, le temps que tout le monde se mette en place et s'installe confortablement pour cette conférence. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes et à tous, je vois que les premières personnes arrivent. Prenez place, installez-vous confortablement, on va commencer dans quelques instants. Le temps de laisser la majorité des personnes s'installer. Allez, je vais commencer tout doucement cette conférence. Avant de laisser Thomas, notre intervenant, parler, je vous présente un petit peu le contexte. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de la Cashflow Academy. La Cashflow Academy, en fait, c'est quelque chose que j'ai créé il y a quelques temps. De mon côté, moi, je m'appelle Guillaume Tessier. Et en fait, je ne travaille pas du tout sur les sujets finances. Ce sera plutôt l'expertise de notre intervenant, Thomas, aujourd'hui. De mon côté, moi, j'interviens en tant que directeur marketing externalisé et j'accompagne différentes entreprises sur leur stratégie, la définition et la mise en œuvre de leur stratégie. Voilà. Pour la petite histoire, après, moi, j'ai eu l'occasion moi, de fonder plusieurs entreprises, dont une qui a bien fonctionné, que j'ai eu l'occasion de revendre, et d'autres moins bien. Et c'est ces différentes expériences d'entrepreneur qui m'ont amené à essayer d'optimiser un petit peu ma façon de faire les choses, de gérer certains aspects. Et j'ai créé notamment un média. L'idée, c'est de faire intervenir des experts comme Thomas Pinault aujourd'hui sur des sujets clés de l'entreprise, de nos entreprises, pour faire en sorte que les TPE et les TME vraiment soient fortes et pérennes. Voilà. Et l'idée, c'est à travers, on a toujours fait comme ça, c'est de proposer justement, de bousculer un petit peu certaines mauvaises habitudes ou certaines manières de fonctionner qu'on a l'habitude, par défaut peut-être, de faire, et trouver d'autres moyens de le faire. Et c'est notamment avec l'intervention d'experts comme Thomas, qu'on a l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Et un des sujets sur lesquels on va traiter, sur lesquels on va proposer beaucoup de conférences, ça va être notamment le sujet de la trésorerie, avec ce thème spécifique dans le cadre de On a toujours fait comme ça, qui est la Cashflow Academy, qui a vraiment vocation à parler un peu plus des sujets justement finance. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui un sujet parmi tant d'autres, la Cashflow Academy, et on est en train de réfléchir à la mise en place d'autres thématiques, voilà, qui peuvent être sur le développement marketing commercial, la cybersécurité, qui est une problématique de plus en plus récurrente, décarbonation, ou encore toute la partie plus cession, voire acquisition. Voilà. Mais aujourd'hui, on va rester focalisé vraiment sur la partie beaucoup plus finance, avec ce sujet particulier qui va être les impayés et l'impact que ça peut avoir aujourd'hui sur nos entreprises, qu'elles soient très petites ou voire même les plus grandes. Juste un point après, c'est important aussi la manière, une des raisons pour laquelle on fait ça en live aussi, c'est pour avoir la possibilité d'interagir avec notre expert, Thomas, aujourd'hui. Donc, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes connecté aujourd'hui, vous nous rejoignez dans le live. Si vous êtes sur LinkedIn, YouTube ou en ligne directement sur le site internet. Si vous êtes sur le site internet, vous avez ici au survol en haut à droite, petit bouton afficher le chat. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes en mode plein écran. Donc il faut juste sortir du mode plein écran pour obtenir le panneau qui va s'afficher ici et pouvoir interagir avec nous. Si vous êtes sur LinkedIn, YouTube, c'est la zone commentaire qui vous permettra de nous poser les questions. Et surtout,
à Thomas. Alors Thomas, bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre et nous proposer ce temps d'échange sur un sujet qui est vraiment très important pour beaucoup d'entreprises, parce que j'étais tombé sur une statistique assez récente qui est en 2023-2024, il y avait, je crois, 25% de plus d'entreprises qui étaient en défaillance, quoi. Donc, c'est assez conséquent par rapport au nombre d'entreprises qui peuvent être en France. D'actualité. Ouais. Et juste pour t'introduire vraiment en quelques mots, mais tu le feras beaucoup mieux que moi, mais ce que je trouvais intéressant, notamment dans nos échanges et dans ton parcours, c'est que tu as été, de par d'autres expériences en tant que juriste contentieux et huissier de justice, tu as été dans les phases les plus critiques et les plus tardives, en tout cas, des problématiques d'entreprise. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, que maintenant, justement, à travers Finao, que tu te concentres beaucoup plus sur comment éviter tout ça et comment préparer les choses. Donc, tu intervenais quand il était trop tard et maintenant, tu interviens avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est d'autant plus intéressant, je pense, mais je te laisse présenter un petit peu plus aussi ton parcours et Finao aussi aujourd'hui. Non, comme tu l'as dit à juste titre, donc, alors, je suis un peu plus jeune que toi, j'ai vu que tu avais mis ton âge sur le. Ouais. Je suis un peu plus jeune que Guillaume et j'ai un parcours éminemment juridique. Comme tu l'as dit, j'étais plus dans la phase contentieuse, en tout cas recouvrement judiciaire. Donc, je connais ce qui se passe après et ça permet de bien les éviter, d'en connaître les conséquences et donc de pouvoir mettre en place des procédures et des process en amont pour justement éviter d'y aller. C'est quand même tout l'enjeu dans une entreprise et c'est éviter le contentieux et le judiciaire le maximum. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fondé avec mon associé cette année, donc c'est tout récent, cette entreprise Finao pour aider les entreprises, TPE, PME et même ETI, à la fois à améliorer leur trésorerie par de l'anticipation, comment faire en sorte d'éviter l'impayé et d'arriver à un risque d'impayé zéro. Et puis, une activité plus curative, de se dire, bon, si l'impayé est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on fait du recouvrement de créances, un peu nouvelle génération, avec des nouvelles méthodes et qui marchent plutôt bien. Donc là, l'objectif aujourd'hui, en tout cas le sujet aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes, quelques clés, quelques modes de réflexion sur comment arriver dans une entreprise à tendre vers l'objectif zéro impayé. Donc c'est tout un sujet. Évidemment, c'est illusoire d'avoir zéro impayé, mais en tout cas, il faut en avoir le moins possible. Ce n'est pas forcément malsain, mais en tout cas, il faut les maîtriser. Donc juste, tu en parlais à l'instant de quelques chiffres, et moi j'en ai aussi quelques-uns pour un peu introduire le sujet. J'étais il y a quelques semaines, on a assisté avec mon associé Steven Rabi aux assises des délais de paiement. C'est une conférence qui se tient chaque année à la Banque de France. Il y a les acteurs principaux de ce secteur de crédit management, d'expertise comptable et d'impayés. Et donc, ils sortent chaque année quelques grands chiffres pour rappeler à quel point le contexte est compliqué. Et cette année 2024, il est particulièrement compliqué, le contexte. Donc, je voulais juste mettre en avant quelques chiffres peut-être pour rassurer les entreprises de savoir où elles se situent un petit peu. Le premier chiffre qui nous a marqué, c'était qu'une grande entreprise sur deux étaient des mauvais payeurs. C'est-à-dire que les mauvais élèves en la matière, bizarrement, et c'est eux qui ont parfois le plus de trésorerie, mais ce sont les grandes entreprises. Donc, c'est elles qui payent le moins bien les TPE et les PME, c'est elles qui payent le moins bien leurs fournisseurs. Elles se font donc du crédit gratuit sur le compte des TPE, PME, qui, elles, pour le coup, TPE et PME, sont les bons élèves. Plus on est petit, plus on paye à l'heure. Donc, c'est assez paradoxal, puisque c'est elles, peut-être, qui auraient besoin d'un peu plus de délai de paiement. Mais donc, on voit que les grandes entreprises en usent et en abusent. Et une grande entreprise sur deux paye ses fournisseurs au-delà de 60 jours, ce qui est assez important. Et c'est ce qui génère en réalité le deuxième chiffre, en partie, qui nous a aussi marqué, c'est que la perte de trésorerie pour les PME à cause des retards de paiement, c'est 15 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on avait une baguette magique et que demain on gommait tous les impayés pour les TPE et PME, elle récupérerait en trésorerie 15 milliards d'euros qu'elles pourraient investir, sur lesquels elles pourraient recruter, développer leurs produits, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup à faire en la matière pour améliorer la condition des TPE, PME et ETI.
Et enfin, un chiffre, alors c'est le même chiffre que tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire du tout la même chose que ce que toi t'annonçais, mais c'est aussi 25%. Mais cette fois-ci, c'est de dire que sur 100% des entreprises qui déposent le bilan en France chaque année, donc sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, il y en a 1 sur 4, donc 25%, qui déposent le bilan uniquement à cause de leurs impayés en interne. Parce qu'elles n'arrivent plus à récupérer leurs créances et l'argent qui leur est dû, eh bien, elles déposent le bilan. Et je termine par là parce que c'est ce dernier tableau que je vais mettre en avant avant d'entrer dans le vif du sujet. Là, il y a plusieurs infos en une. Mais d'abord, et en préliminaire, si vous voulez suivre quelques chiffres, quelques rapports bien sentis et bien écrits, vous pouvez suivre Frédéric Winowski sur LinkedIn. Je vous encourage à le faire. C'est le médiateur national du crédit des entreprises. Il est au courant de tout ce qui se passe sur les délais d'encaissement, comment améliorer les choses, etc. Et il publie très régulièrement pas mal de chiffres hyper intéressants. Et il avait notamment publié il y a quelques semaines ce tableau que je trouvais assez parlant sur la conjoncture 2024. C'est de se dire que, alors que le tableau s'arrête pour l'instant à mi-septembre, là, sur les données qu'on a, on est déjà à 43 000 entreprises qui ont déposé le bilan en 2024, alors qu'en 2023, sur la totalité de l'année, on était à 55 000. On sait que la fin d'année est une période assez dense sur les dépôts de bilan pour les entreprises. Donc, si on a 43 000 à mi-septembre, on va très probablement dépasser le chiffre de 55 000 de 2023 sur 2024. Et malheureusement, sur 2024, on va aussi probablement dépasser le triste record de 2015, qui était de 60 000 dépôts de bilan. Là, dans les couloirs, on entend parler de 61 voire 62 000 dépôts de bilan en 2024. Donc, la situation est tendue. La trésorerie est tendue, surtout celle des TPE et PME. Et donc, je vais essayer de donner quelques pistes pour améliorer, en tout cas, quelques réflexions, quelques sujets peut-être à creuser en interne dans vos entreprises. Intéressant. Je me permets juste une remarque, une réflexion en tout cas, c'est que sur la dernière statistique, là, c'est finalement ce qu'on doit comprendre aussi quelque part, c'est que la défaillance des entreprises n'est pas tant liée à une incapacité, une incompétence métier ou capacité à l'entrepreneur et son entreprise de faire le métier pour lequel elle a été créée, mais pour des problématiques justement de process et de gestion de la trésorerie. Exactement, les 25%, et c'est la cause numéro 1 des dépôts de bilan, c'est le problème d'impayés en interne. Après, il y en a plein, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes de gestion, des travaux devant la boutique qui font qu'il n'y a plus de clients. Bref, mais effectivement, le numéro 1, c'est les impayés qui causent le plus de défaillances d'entreprise. Alors, juste pour revenir, voilà, mon associé Steven Raby, lui, il est donc sur la partie conseil, sur la partie préventive, que je vais dignement essayer de représenter aussi dans le slide d'après. Comment faire en sorte d'éviter l'impayé, comment faire en sorte d'être payé à l'heure. Donc, c'est toute sa partie conseil en amont et audit. Lui, son boulot, il regarde comment fonctionne l'entreprise, l'organisation, les process, les outils sur la verticale de la facturation et de l'encaissement, et il améliore les choses. Objectif, avoir 0 impayé. Et puis, j'en parlerai dans une slide ensuite, la partie curative, je le disais, recouvrement de créances. Là aussi, je vais vous dire comment nous, on fait en interne pour recouvrer les créances. Vous pourrez peut-être vous en inspirer pour mettre ça chez vous dans vos pratiques aussi. Donc, l'idée, c'est de vous donner à la fois des pistes et de réflexion sur comment on fait pour éviter l'impayé à travers le conseil, en tout cas l'amélioration des process en interne. Et puis, vous donner aussi quelques pistes de réflexion sur le recouvrement. Qu'est-ce qu'on sous-entend par recouvrement et où ça mène, et quelles sont les grandes étapes qu'il faut que vous puissiez mettre en place en interne. Donc, d'abord, sur cette partie préventive, je vais essayer de vous donner 4 grands axes de réflexion sur lesquels vous devez plancher là dès aujourd'hui. Et si tout ça n'est pas mis en interne chez vous, il est grand temps de s'en occuper avec des sujets d'actualité, et j'en parle notamment la facturation électronique. Mais la première chose à faire pour améliorer vos impayés, c'est évident et ça va mieux en le disant, c'est de diagnostiquer votre cycle client. En clair, vous prenez tout ce qui se passe sur la facturation, de la prospection de vos clients jusqu'à l'encaissement, et vous faites en sorte d'améliorer les choses. Alors, dit comme ça, c'est facile, mais ça veut dire que dès la prospection, il faut que vous soyez capable de mettre en place des scorings. Vous mettez des couleurs, vous mettez des chiffres, vous mettez des nombres, des lettres, vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes capable de scorer vos prospects de telle sorte que vous êtes en capacité de dire « j'y vais pas ». On signe avec lui, on ne signe pas. C'est risqué, c'est trop risqué. On prend le risque, on ne prend pas le risque. Mais au moins, vous êtes au courant.
Et puis ensuite, sur tout le process, en ce qui s'ensuit, l'expérience client, quelle politique de risque vous mettez en place, quoi faire en matière de recouvrement, jusqu'où on va, qui s'en occupe en interne de ces factures, qui les envoie, qui les édite, qui relance. Est-ce que vos commerciaux ont des objectifs d'encaissement? Souvent, dans les fiches de poste ou les objectifs annuels, les commerciaux, ils ont des objectifs de facturation et de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, savoir si le chiffre d'affaires il tombe bien sur le compte et il est bien encaissé, ça, c'est plus leur problème. Mais certaines entreprises ont imposé à leurs sales, à leurs vendeurs, de encaisser les contrats qu'ils arrivent à signer. Et donc, ça change toute la donne parce que si le vendeur doit s'occuper en plus et de s'assurer que les fonds sont bien encaissés, c'est dès sa prospection, dès les premiers contacts qu'il a avec son client, c'est de lui rappeler les bonnes pratiques, que lui, il s'assure aussi qu'il a bien les bonnes coordonnées bancaires, les bons interlocuteurs en interne, et qu'il n'est pas juste là pour signer le papier et le contrat, mais qu'il est aussi là pour s'assurer qu'on soit payé. Ce diagnostic cycle client, pardon, c'est est-ce que vous êtes capable aussi de dire à quel moment vous abandonnez les poursuites et que vous passez à perte vos encaissements? Est-ce que vous avez un guide de procédure là-dessus qui le dit clairement et comme ça, tout le monde est au courant et il y a une vraie cash culture, on appelle ça dans l'entreprise. C'est que tout le monde est concerné par les encaissements, par les paiements. Le comptable, OK, mais les vendeurs, la personne qui est à l'accueil, le codir, tout le monde est concerné. Et est-ce que tout le monde est au clair sur le fait que, OK, une créance, on l'abandonne à partir de temps parce qu'en interne, on ne veut pas créer de conflit, on ne veut pas aller au judiciaire, etc. Est-ce que votre outil de facturation ou votre CRM, il est adapté à votre métier et à vos process en interne? On a vu des grosses structures qui travaillent encore sous Excel et on a vu des toutes petites structures qui payaient 500 € de CRM par mois alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, ça fait aussi partie du jeu de se dire si je veux facturer à l'heure, que je veux avoir un bon système automatisé qui me permet d'être payé à l'heure, c'est aussi passer par un bon outil informatique, un bon outil de CRM. Et pour le coup, même pour les TPE, il y a des petits outils très bien faits. Je pense à Axonote, mais il y en a évidemment plein d'autres, où pour 500 € par an, on a quand même un outil de gestion du cycle client, de la facturation avec des relances automatisées qui sont vachement bien foutues et ça évite de travailler encore sur Excel. Et puis ensuite, dans ce cycle client, quand on avance, c'est mes devis, mes contrats, mes CGV, est-ce qu'ils ont les bonnes mentions? Est-ce qu'elles font mention des bons intérêts de retard? Est-ce que j'ai les indemnités qui vont bien en cas de retard? Est-ce que je les applique? Est-ce que dans mes CGV, si je travaille en B2B, j'ai bien les bonnes clauses qui me permettent ensuite d'aller devant les bons tribunaux, etc. Donc, il y a toute une réflexion à faire sur le côté un peu plus juridique, en tout cas réglementaire de la facturation. Et puis, si on va plus loin, on peut encore parler de la fameuse PAF, la piste d'audit fiable. C'est obligatoire pour toutes les entreprises, pourtant personne ne sait ce que c'est et personne ne l'applique. C'est une procédure qui est obligatoire à mettre en place pour toutes les entreprises, bien toutes les entreprises, et être capable à date de tracer la facture de A à Z et de tracer les flux de trésorerie de A à Z. Donc être capable de dire d'où viennent les fonds, d'être capable de mettre un système d'archivage en place sur vos factures, d'être capable d'expliquer comment vous recouvrez vos factures, etc., etc. Et en cas de contrôle, les contrôleurs peuvent vous demander effectivement, sortez-moi la PAF, sortez-moi la piste d'audit fiable. Ça peut être un document qui fait 2-3 pages, si c'est une toute petite TPE, mais tracer vos factures en interne et être capable de l'expliquer, c'est obligatoire et il faut pouvoir le mettre en place. Donc, si c'est un sujet que vous n'avez pas en interne, faites-en peut-être un sujet sur la prochaine réunion, être capable de mettre en place une piste d'audit fiable. Et puis, on peut continuer, je parlais tout à l'heure de la prospection, mais est-ce que vos clients à haut risque sont identifiés en interne? Les fameux clients qui payent toujours à 90 jours, est-ce qu'ils sont bien identifiés en interne? Est-ce que vous avez adapté vos process en la matière? Et c'est peut-être ces clients-là, demain, qu'il faut aller voir pour comprendre leur process et voir comment ils fonctionnent pour améliorer les délais d'encaissement là-dessus aussi. Donc voilà, c'est tout le cycle client comme ça qu'il faut
qu'il faut diagnostiquer et il faut mettre en place des actions très sérieuses. J'en parlais tout à l'heure. Un deuxième point sur lequel il va falloir vraiment s'inquiéter sur l'année 2025, c'est la facturation électronique. C'est un vrai sujet, ça va être obligatoire pour toutes les entreprises. C'est le passage à la facturation électronique. Et la facturation électronique, alors on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est complètement différent de la facture numérique. Jusque-là, on envoyait ces factures par PDF et par mail de manière assez numérique et ça marchait plutôt pas mal. L'État va imposer à partir de 2026 et 2027 pour les TPE et PME à la fois de recevoir des factures électroniques et d'envoyer des factures électroniques. Et la facture électronique, c'est un PDF ou un format classique lu par un humain, mais auquel est rajouté un contrôle et un code informatique qui vient sécuriser cette facture, la rendre authentique. Et elle devra être échangée non plus de fournisseur à client, mais il devra y avoir un intermédiaire de confiance. Et c'est là où ça va être un peu l'usine à gaz. C'est-à-dire que dorénavant, lorsque vous émettrez une facture à un client, vous devrez l'envoyer à un tiers de confiance qui se chargera pour vous de la transmettre à votre client. Et donc, avec tout un tas de contrôles, il y aura des nouvelles mentions sur les factures. Ça va évidemment engendrer un tas de conséquences en interne dans l'entreprise. Et il faudra trouver cet intermédiaire de confiance. Il y en a 70 répertoriés pour l'instant. Ça s'appelle ça des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires. Et il faudra que vous, n'importe quelle entreprise que vous soyez derrière votre écran, vous trouviez ce PDP pour avoir ce tiers de confiance à vos côtés. Donc, c'est évidemment une aubaine pour ces sociétés-là qui vont être rendues obligatoires par la réglementation. Et donc, on est déjà en train de nous prendre la tâche avec plusieurs PDP pour voir comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles proposent exactement. Certains sont déjà des outils de CRM en place qui vont proposer l'authentification de facturation électronique. Certains sont des PDP externes. Enfin bref, ils sont en train de se structurer, mais ça va devenir obligatoire. Donc, ce sujet de la facturation électronique, prenez-le à bras-le-corps parce que 2025, ça va être encore assez calme, mais quand ça va devenir vraiment obligatoire en septembre 2026, ça va être le Far West. Donc, faites attention à ce sujet-là. Il est peut-être temps de mettre dès maintenant en place. Et ça va évidemment améliorer vos délais d'encaissement parce qu'il va y avoir une partie automatique, indéniable, sécurisée. Et normalement, ça devrait améliorer les délais d'encaissement parce que les modes de paiement vont être mis en place de manière assez automatique. À partir du moment où on adhérera à cette facturation électronique et au PDP, il y a un système d'auto-réponse et d'auto-paiement qui devrait améliorer les délais d'encaissement. Donc, plus tôt vous y mettez, plus tôt vous améliorez vos délais d'encaissement aussi et vos impayés. Ensuite, je le disais à l'instant, mais je le disais un peu en préliminaire, mais pensez à vos outils de CRM, c'est tout bête. Mais il y a parfois des outils, notamment dans certains secteurs, certains métiers, je pense au BTP, qui sont faits spécialement pour la facturation dans ces milieux-là, qui sont rattachés, par exemple, à des bases de données sur les matériaux, bâti chiffres. C'est-à-dire que dans le BTP, je prends l'exemple du BTP, mais il existe des CRM, de gestion du quotidien, où on appelle nos clients, on met la petite note, on réagende à 2 semaines, et qui, en plus de ça, ont des systèmes de facturation et de devis vachement bien faits sur le BTP en particulier, qui est relié à des bibliothèques de matières premières, etc. Et c'est très recherché dans le milieu, et c'est pas plus cher que les autres. Donc, il faut avoir toujours cet outil bien adapté à ces process. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et puis, quand même, parce qu'en tant que dirigeant, il faut que vous ayez des outils de pilotage performants. Il faut que vous puissiez avoir d'une manière ou d'une autre des diagrammes, des tableaux de bord qui vous permettent de piloter votre trésorerie à chaud, mais aussi à froid, c'est-à-dire savoir dans 6 mois, dans 1 an, quelle sera ma trésorerie. Est-ce que j'aurai un creux de trésorerie? Il va falloir vraiment que je m'intéresse de savoir comment je vais le financer. Est-ce que j'aurai un surplus de trésorerie et de savoir ce que j'en fais? Est-ce que je le place? Est-ce que je recrute? Est-ce que j'investis? Mais là, il faut pouvoir… Alors, j'ai mis Power BI, c'est un outil de Microsoft qui va bien et qui permet d'avoir des diagrammes et des outils de pilotage assez performants. Moi, si je devais vous en citer 2 des KPI, en tout cas des outils de pilotage, c'est de se dire à minima, alors c'est pareil, c'est du très basique, mais on se rend compte que tout le monde ne le fait pas, mais c'est la balance AG, par exemple. La balance AG, c'est un outil assez classique
qui permet de répertorier vos factures par tranche de retard. Et donc, c'est un diagramme, alors souvent sous forme de tableau ou de barre, qui permet de vous dire combien vous avez de factures et combien ça représente de factures entre 0 et 15 jours de retard, combien vous avez de factures et combien ça représente entre 15 et 30 jours de retard, etc. etc. Vous pouvez faire des tranches, des sous-tranches, etc. Et la balance AG bien équilibrée, c'est une balance AG en forme d'escalier. C'est-à-dire que vous ayez des factures impayées qui ont entre 0 et 15 jours de retard, ça me paraît être assez normal. Tout le monde ne paye pas à l'heure, malheureusement. En revanche, que vous ayez beaucoup de factures en retard qui ont plus de 90 jours, là, il y a un vrai problème. Donc, vous faites votre répartition de factures impayées par tranche de retard, sous forme d'escalier, je l'espère pour vous. Si toutefois, vous voyez qu'il y a beaucoup de factures qui sont supérieures à 60, 90 ou 120 jours, commencez par attaquer celle-là, on purge par le bas, et se dire, OK, là, à date, j'ai 3 factures impayées de plus de 120 jours, ça représente 80 000 € dehors, et ben, c'est celle-là que je vais commencer à attaquer. Pourquoi elles sont là? Est-ce qu'elles sont déjà en contentieux? Comment je fais pour les éviter? Et évidemment, la balance AG n'a d'intérêt que si on la compare année après année et que les vases communicants s'équilibrent un peu et tendent de plus en plus vers une forme d'escalier où les factures qui sont lointaines et à plus de 90 jours d'impayés sont un peu de chagrin dans l'entreprise. Je pense à un deuxième indicateur aussi qui peut être intéressant, c'est le fameux DSO. C'est le nerf de la guerre en matière d'encaissement, mais c'est votre délai moyen d'encaissement des sales outstanding. C'est l'argent que vous avez dehors, c'est vos créances clients. Quel est votre délai moyen d'encaissement? Et c'est pareil, c'est-à-dire que si vous me dites demain, mon DSO, donc mon délai moyen d'encaissement, il est de 50 jours, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Ça dépend évidemment du secteur, ça dépend évidemment d'une année après l'autre. Donc, un DSO tout seul ne veut jamais rien dire. C'est toujours comment je me situe par rapport à mon marché. Une boulangerie qui a un délai d'encaissement de 60 jours, il y a un problème. En revanche, un gars du bâtiment qui a un délai d'encaissement de 60 jours, il peut être plutôt bien et c'est plutôt la norme dans le secteur. Donc, c'est de voir par rapport au secteur comment vous situez et surtout qu'il évolue d'année en année. Vous puissiez avoir une lecture de votre DSO sur plusieurs exercices. Normalement, il doit descendre si vous faites bien le boulot. Mais c'est de se dire, voilà, comment j'améliore ce DSO pour que je passe de 60 à 56 jours, puis de 56 jours à 50 jours, pour se rapprocher de la norme du secteur. Maintenant, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire, si votre secteur il est à 50 jours de délai d'encaissement, vous n'arriverez jamais à 10 jours. Mais vous pouvez tendre en tout cas à cette moyenne ou diminuer. C'est là où la lecture secteur par secteur et année après année est intéressante. Donc voilà déjà quelques pistes que vous pouvez mettre en place en interne pour essayer d'arriver petit à petit à diminuer vos délais d'encaissement et à faire en sorte que vous n'ayez plus d'impayés ou le moins possible. Et surtout, pas d'impayés à plus de 90 ou 120 jours de retard, c'est catastrophique. Quand vous avez, vous, des salaires à payer à la fin de chaque mois, mais que vous encaissez à 120 jours, il y a mathématiquement un problème. Donc voilà sur cette partie conseil et préventive, faire en sorte d'éviter au maximum les impayés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'impayé est là? C'est ce qu'on appelle le recouvrement de créances. Alors, c'est un milieu assez poussiéreux, on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est réglementé. Mais de manière générale, et vous le savez, il y a du recouvrement amiable et on espère que c'est la plus grande partie. Et parfois, quand ça se passe moins bien, c'est du recouvrement judiciaire. Je parlais tout à l'heure de la politique risque que vous devez mettre en place lorsque vous diagnostiquez votre cycle client. Là, on est en plein dedans. C'est de se dire, OK, quand j'ai un impayé, est-ce qu'en interne, je suis capable de dire qui s'en occupe, comment on fait, combien ça va me coûter, quelles sont les conséquences pour l'entreprise? Est-ce que j'ai déjà un avocat et un huissier partenaire qui sont capables de vite prendre le relais? Parce que c'est toujours pareil, c'est quand tout va bien, c'est génial. On n'a même pas besoin de s'en préoccuper. C'est un peu comme un contrat, comme n'importe quel autre contrat d'ailleurs. Mais par contre, quand tout va mal, qu'on a l'impayé, qu'on a le stress, que ça nous prend de l'énergie, qu'il y a des tensions à l'interne parce qu'on cherche absolument à savoir à qui est la faute et pourquoi on n'a pas été payé de cette facture de 50 000 €, d'un coup, c'est moins évident. Et s'il y a des process qui sont mis en place d'ores et déjà et en amont, on sort le guide de procédure, on sort la politique risque et on regarde très concrètement ce qu'on fait. Donc,
nous, c'est ce qu'on fait chez Finao, mais vous pouvez le faire en interne chez vous. Si vous avez les ressources humaines pour le faire et qu'il y a déjà des personnes qui s'en occupent, faites-le comme ça. Et donc, je vais vous dire ce que nous, on fait, et peut-être ça pourra vous inspirer. Sur le recouvrement amiable, c'est-à-dire quand la facture tombe en impayé, donc la date d'échéance est passée, vous avez édité votre facture le 7 octobre ou le 6 octobre, vous avez laissé 30 jours à votre client, et donc le 6 novembre, il n'a pas payé. Bon, on est le 7 novembre aujourd'hui, ça y est, on est en impayé. Donc, on est en recouvrement amiable de cette créance. La première chose à faire, et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est qu'il faut absolument prendre attache téléphoniquement avec le client. Les menaces, dernière relance avant l'huissier, ne marchent plus du tout. Les gens sont évidemment au courant qu'il n'y a pas y avoir l'huissier qui va frapper demain à la porte. Et ça braque surtout votre relation commerciale. Et on s'est rendu compte que si on perd le client, c'est encore plus catastrophique que s'il ne paye pas. Donc, une première prise de contact par téléphone, ça c'est obligatoire. Et puis, si vous faites appel à un prestataire externe, il devra de toute façon envoyer un courrier simple obligatoire, ça c'est les textes qui l'imposent, pour se présenter en tant que tel en disant « Écoutez, je viens de la part de la SARL Dupont à qui vous devez de l'argent, je suis mandaté de sa part, et donc il y a un certain nombre de conditions à remplir dans ce courrier. » Peu importe que vous le gériez en interne ou que vous l'externalisiez, le but du jeu, c'est de trouver la bonne relance qui fait mouche. Ça peut être du SMS en particulier, ça peut être du téléphone, du courrier, ça peut être aller sur place. Il faut rester évidemment très cordial et il faut surtout écouter. Et c'est là où ça a changé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on considère que le mauvais payeur était nécessairement de mauvaise foi, et donc on arrivait sur ces grands chevaux et on le matraquait de questions, on ne le laissait pas parler et la situation s'envenimait. Et donc on avait beaucoup de contentieux en la matière. C'est d'ailleurs pour ça que les tribunaux se sont mis à imaginer des modes alternatifs de règlement des conflits. De la conciliation avec beaucoup plus d'écoute, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de contentieux qui arrivaient au tribunal qui auraient pu être gérés largement avant, avec un peu plus d'écoute et de pédagogie. Et donc, c'est absolument ce qu'il faut faire, c'est être en capacité de faire comprendre aux mauvais payeurs que s'il ne paye pas, il s'expose à telle ou telle procédure, ça va lui coûter tant, et tout le monde va y perdre. Et voici les conséquences. Donc, une fois qu'on a pris attache avec le client, qu'on lui a expliqué exactement ce qu'il risquait, et qu'on a écouté pourquoi il ne payait pas, c'est hyper important de savoir pourquoi il ne paye pas. Est-ce qu'il est de mauvaise foi? Est-ce qu'il y a un problème de santé, un problème de trésor en interne? Est-ce que lui-même, il attend un paiement d'un gros client et ça va arriver, et il faut attendre aussi de notre côté? Le but ultime, évidemment, du recouvrement amiable, c'est d'obtenir, et c'est quasi obligatoire si vous voulez sauvegarder vos chances de récupérer de l'argent, c'est d'obtenir un accord écrit de la part du mauvais payeur. Cet accord écrit, une proposition de règlement, en tout cas, écrite, elle sera peut-être incomplète. Elle sera peut-être étalée dans le temps. S'il vous doit 10 000 euros, eh ben, il va peut-être proposer 8 000 sur 6 mois. Ça vous servira au moins de base de discussion, une base de négociation sur laquelle s'appuyer. Et il vaut mieux parfois avoir 90% de quelque chose que de perdre le client et d'avoir zéro. Et c'est ensuite être très rigoureux. C'est évidemment des portes ouvertes que j'enfonce, mais être extrêmement rigoureux sur l'encaissement et le suivi des règlements. On voit trop d'entreprises qu'on se processe en interne quand on voit quelques courriers de relance qui arrivent à trouver un accord avec leurs clients pour payer en 3 fois. Et puis derrière, le premier paiement n'arrive jamais ou il arrive incomplet. Et puis ça devient vite compliqué parce qu'il devait payer en 3 fois et puis d'un coup, il se met à payer en 12 fois parce que le premier règlement, il le fait en 3 fois, etc. Et donc, ça devient vite une usine à gaz. Donc ça, il faut être très rigoureux, avoir un tableau de suivi des encaissements et de règlements à part pour ces factures impayées. C'est hyper important. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. Une phase de compréhension où on prend attache avec le client, on comprend, on essaye de comprendre pourquoi il ne paye pas. Et puis une phase de négociation, on essaye de se mettre tous d'accord sur OK, combien tu as en capacité de régler à date et on l'étale dans le temps. Ça, c'est quand tout se passe bien. Quand ça se passe moins bien, il y a une phase de précontention. Là, ça rigole déjà un peu moins parce qu'on envisage d'ores et déjà les fameux recommandés et on commence à réfléchir, mince, c'était qui déjà l'avocat qu'on avait mis dans notre process de politique risque et quel est l'huissier qu'on pourrait contacter pour faire peur à notre client. Donc la phase de précontentieux, elle commence souvent d'ailleurs parfois par une phase de médiation et de conciliation obligatoire. Ça, c'est les textes et les tribunaux qui nous l'ont imposé, justement pour éviter d'aller plus loin dans le contentieux. À certaines conditions et dans certains cas, une phase de conciliation avec un médiateur ou un conciliateur obligatoire, donc un tiers qui intervient,
est obligatoire. Concrètement, vous allez, vous et votre client, dans un bureau, dans le sous-sol du tribunal ou dans un bureau ailleurs, et vous discutez. Il y a un médiateur dont c'est le métier, qui a obtenu un diplôme pour ça, et qui est là pour vous trouver une solution, en tout cas avec vous, et faire le travail finalement que vous n'avez pas réussi à faire en amont parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des questions de principe, parce que je ne lui parle plus. Parce que... Cette phase, elle n'est pas tout le temps obligatoire, mais elle l'est parfois, notamment lorsque votre client est un particulier. Elle est bien souvent obligatoire. Si cette phase de conciliation, de médiation ne fonctionne pas, il y aura des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va plus loin. Et donc, l'acte obligatoire qui est imposé par le Code civil et que tout le monde connaît, c'est cette fameuse mise en demeure par LRAR, par recommandé, qui prend date de la mise en demeure, comme son nom l'indique, de payer, de manière officielle. D'ailleurs, les textes et la jurisprudence imposent qu'il y ait ces termes en toutes lettres, mise en demeure de payer, au moins ça ne porte pas de doute. LRAR, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir le certifier et en tout cas prendre date de cet acte-là, sachant que ça a ses limites comme tout recommandé, c'est-à-dire que si le mauvais payeur ne va pas chercher son recommandé, la mise en demeure ne touche pas. Et donc là, il faudra probablement passer par huissier de justice pour qu'il aille lui-même apporter en main propre la mise en demeure. Ça calme un peu souvent les ardeurs. Et puis, la phase de précontentieux se termine souvent par une requête au tribunal, c'est-à-dire qu'avant d'envisager le tribunal à part entière, l'assignation en justice, etc., on peut souvent passer par des requêtes. Je pense à la requête en injonction de payer, qui peut être une procédure assez peu coûteuse. Devant le tribunal de commerce, ça va vous coûter une cinquantaine d'euros. Sur le greffe du tribunal de commerce va demander entre 35 et 37 euros pour déposer la requête, et puis il faudra l'envoyer en recommandé, donc on arrive vite à une cinquantaine d'euros. Et il y a d'autres requêtes qui peuvent être aussi envoyées aux tribunaux. Je pense notamment à la requête en saisie conservatoire. Elle est assez peu connue, mais en clair, quand un client vous donne l'argent, c'est de se dire, avant même de savoir si un juge est d'accord ou pas pour trancher, je saisis l'argent et je discute après. Donc c'est une saisie à titre conservatoire. Je vais saisir sur ses comptes bancaires, je saisis la voiture, je saisis le matériel et on discute après. C'est un peu cavalier, mais ça vous sécurise au moins le paiement. Et on va ensuite devant le juge pour trancher, mais au moins l'argent est mis de côté. C'est notamment quand vous sentez que le client est en train d'organiser son insolvabilité ou en train de liquider un peu son patrimoine pour éviter de vous payer et que votre créance est en danger, vous pouvez mettre en place ces saisies conservatoires. Il y a des documents CERFA à remplir sur Internet. Ça peut être assez efficace si vous vous y prenez assez tôt et que vous avez un matériel précis à saisir ou un compte bancaire et de la trésor à mettre de côté. Vous mettez la main dessus, vous discutez ensuite. Et si ça se passe beaucoup moins bien, il y a la phase contentieuse avec une assignation en justice. Donc, on convoque le mauvais payeur devant le tribunal, on obtient un jugement, et puis avec ce jugement, c'est un bout de papier qui fait souvent entre 2 et 3 pages. Si on le met dans le tiroir, il ne se passe rien, et il faut évidemment l'envoyer à un huissier de justice, qui s'appelle maintenant commissaire de justice, ils ont changé de nom, et qui est là pour exécuter le jugement, c'est-à-dire mettre en application la condamnation, et là encore par des saisies. Mais arriver à ce stade-là, c'est un échec pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à la fois, on a dépensé beaucoup d'argent en avocats et en frais de justice, et clairement, lorsqu'on est arrivé à faire des saisies sur le compte de notre client ou dans la boutique du client, c'est plus un client. On perd la relation commerciale et c'est un échec pour tout le monde. Donc voilà les process que vous pouvez mettre en place en interne et pensez vraiment à cette saisie conservatoire qui est trop peu appliquée et qui peut aussi avoir cet effet dilatoire, en tout cas cet effet coercitif de se dire « Oula, il m'a saisi mon matériel à titre conservatoire, donc il a mis juridiquement la main dessus, là il rigole plus, on va peut-être trouver quand même une solution amiable. » Et donc ça peut avoir son petit effet aussi bon. Donc pensez-y, renseignez-vous en tout cas sur ces sujets-là, c'est des procédures qui peuvent être assez facilement mises en place et ça évite toute la cavalerie après pour obtenir un jugement et un contentieux judiciaire qui est moins drôle. Voilà, j'ai fini, merci de votre attention et puis si vous avez des questions, voilà nos coordonnées, mais en tout cas je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Oui, il y en a, tout à fait. Merci beaucoup Thomas, c'était très clair. Justement, si on peut revenir sur la slide d'avant, une petite seconde, en tout cas pour vraiment comprendre le principe. Donc,
il y a beaucoup de choses justement tu as parlé de la phase préventive tout à l'heure. Oui. Donc, on est en amont du recouvrement aviable, en tout cas. Il y a un certain nombre Oui. d'actions qu'on peut mettre en place. Et tu en as cité un certain nombre déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on pourrait aussi identifier et mettre en place aussi, en plus de ce que tu as pu citer tout à l'heure sur… tu as parlé des outils CRM, de la facturation numérique, CGV, PAF, etc. Il y a pas mal de choses déjà que tu avais proposées. Est-ce qu'il y a d'autres aspects encore qu'on peut rajouter ? Il y a des points de contrôle, enfin, il y a des dizaines et des centaines de points de contrôle qu'on peut mettre en évidence. Moi, souvent, ce qui me marque et ce qui marque aussi les clients, c'est le fait que, OK, pour optimiser ces process d'encaissement et de facturation, ben, on pense finance, on pense KPI, on pense organisation, optimisation des process, workflow, etc. Je trouve qu'il y a un point sur lequel qu'il faut quand même pas oublier, c'est tout ce qui a trait à la satisfaction du client. C'est bête à dire, et on connaît tous les stats, et en développement personnel et en formation management, on se le dit tous, c'est un client content, c'est un client qui paye. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Donc, dans vos process, il faut aussi intégrer et rechercher en permanence cet effet waouh, en tout cas l'expérience client, de la prospection jusqu'à l'encaissement aussi. Est-ce que dès la commande, c'est facile? Est-ce que l'expérience client sur le site internet, elle est réussie? Est-ce que quand il signe le devis ou qu'il signe le contrat, eh bien, la personne qui est en face de lui est compétente pour le renseigner? Est-ce que le paiement est facilité parce que vous proposez plusieurs systèmes de paiement, etc. Donc, rechercher en permanence l'effet waouh, ça c'est hyper important pour que le client soit satisfait. On dit aussi souvent qu'un client satisfait, ça passe par un collaborateur satisfait. Donc là, on sort vraiment de l'aspect finance, mais on appelle ça la symétrie des attentions. C'est est-ce que vous êtes en capacité en interne de montrer la même attention que vous portez à vos clients? Eh bien, est-ce que vous la montrez aussi à vos collaborateurs? Est-ce que vous mettez le client au même niveau que vos collaborateurs en interne pour qu'il soit à l'aise, brillant et productif? Si le but du jeu, c'est que le client paye et qu'on sait qu'un client heureux et un client content, c'est un client qui paye, et qu'on sait que dans le même temps qu'un collaborateur heureux, c'est un client heureux, bon, bah, la boucle est bouclée. Et donc, il faut aussi penser à ça en interne et mettre en place des choses pour que vos collaborateurs se sentent mieux en interne. Le client se trouvera toujours plus content. Et donc, par voie de conséquence, c'est peut-être mettre des indicateurs en interne, d'IRC, par exemple, d'indice de recommandation client. Est-ce que, puisque mes clients sont contents, ils sont capables de me recommander et ils sont capables de me mettre une bonne note? On est tous allés réparer sa voiture chez Peugeot. Ils nous demandent de mettre un 9 sur 10 à chaque fois. Mais l'idée, c'est celle-là, c'est de se dire, est-ce que nos clients sont contents? Et s'ils ne sont pas contents, pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'un client pas content, c'est un client qui ne paiera pas. Et de la même manière, sur les collaborateurs, mettre en place des ISC, des indicateurs de satisfaction collaborateur. C'est est-ce que en interne, mes collaborateurs, ils sont contents de la façon que j'ai de les manager? Est-ce qu'ils sont contents des conditions de travail, de la qualité de vie? Alors, c'est des bien grands mots et souvent, c'est dans les très gros groupes qu'on en parle, mais dans les petites structures, il faut penser tout de suite. La satisfaction du collaborateur, ce n'est pas juste un truc pour faire bien parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut un équilibre vie pro, vie perso. C'est un vrai débouché pour qu'ensuite le client soit super content et paye. C'est bête, mais il y a beaucoup de ça aussi. Et là, pour le coup, dans ces process order to cash, on y pense un peu moins, mais c'est hyper important. Encore, si je le dis dans d'autres termes, en gros, c'est que là, aujourd'hui, on a cette problématique d'impayé qu'on considère comme une problématique financière. Mais en gros, ce que tu nous dis, c'est que au départ, ça part de quelque chose qui n'est absolument pas financier. C'est vraiment lié à l'organisation de l'entreprise, un aspect opérationnel et l'expérience client et collaborateur, comme tu l'as dit. Ouais. Et ça devient, une fois que c'est trop tard, une problématique financière. Exactement. Mais il y a beaucoup d'humains là-dedans. Et si on arrive à l'identifier, on règle, je ne sais pas, je n'ai pas les stats, mais 80% des problèmes en réalité. Ouais, c'est vrai que le collaborateur, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais c'est vrai que c'est souvent le collaborateur qui est en lien direct avec le client, c'est pas forcément le patron. Et c'est vrai que s'il a une dent contre son patron. Et oui, et le client, quand il ne vous paye pas et qu'il n'a pas la trésor, s'il a 10 000 de trésor et qu'il doit payer 20 000 de fournisseurs, eh ben, il va falloir qu'il fasse des choix.
Et donc, il ira vers le gars sympa, le gars qui lui a filé un coup de main à un moment donné. Et donc, il va commencer à payer le fournisseur qui a été sympa parce que le collaborateur en face était plutôt sympathique, il était heureux, souriant. Et on le sous-estime, ça, mais quand il faut faire des choix de paiement, bah, évidemment, on va payer les copains ou ceux qu'on préfère avant, les salaires parce que c'est obligatoire. Et ensuite, les fournisseurs avec lesquels on s'entend le mieux. Donc, il y a ce côté humain, évidemment. Ouais. Je reformule et je rajoute un certain nombre d'éléments à une question qui nous est posée aussi sur, je citais justement sur la partie préventive. Tu as cité différentes choses qui peuvent être d'ordre juridique, d'ordre informatique, d'ordre financier et comptable. Du coup, c'est des expertises très différentes. Une fois qu'on a listé un certain nombre d'actions comme ça, est-ce que toi, tu as une recommandation sur qui peut nous accompagner justement, enfin comment se faire accompagner sur ces différents sujets qui peuvent être très variés? Ouais. Bah, de manière assez concrète, si vous avez effectivement des vrais sujets, vous voulez améliorer vos CGV, vos devis, vos factures, les CGV, par exemple, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'en fonction des secteurs d'activité, de savoir si ça va être en B2B, en B2C, etc., ça change complètement. Et avoir la bonne petite clause au bon endroit qui fait mouche, ça ne s'improvise pas. Donc là, un avocat, par exemple, il vous prendra peut-être un peu de sous, mais ça marche bien. Faire appel à des cabinets comme nous, ça marche bien aussi. Mais Toi, justement, le travail de Finaos, c'est d'identifier en amont, de lister un petit peu l'ensemble des actions possibles pour améliorer la situation. C'est ça. Alors, très en amont. non seulement on liste les points de friction, mais aussi et surtout on accompagne et on fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en application derrière. Parce que si c'est pour rendre un rapport d'audit ou un rapport de conseil de 60 pages sorti de PowerPoint, c'est chouette. Mais si il est mis dans un tiroir et que les process qu'on demande à mettre en place ne sont pas appliqués, c'est la mort de l'entreprise. Non seulement elle a perdu quelques euros parce qu'elle a fait appel au service, et en plus elle ne met pas en application. Et donc on propose évidemment, et c'est tout le travail de Steven Raby sur la partie conseil, c'est on met en application évidemment les préconisations qu'on fait, et on va évidemment avec nos partenaires ou autres, parce qu'on a des partenaires un peu triés sur le volet avocats, huissiers, etc., vous proposer des solutions pour améliorer le CGV, parce qu'on en parlait. Mais donc, on parlait tout à l'heure des outils informatiques. On va jusqu'à s'assurer que l'outil est bien implémenté chez vous et on vous accompagne sur le changement que ça engendre derrière et on ne vous lâche pas. Identifier les problèmes, c'est bien. Ça rassure peut-être le dirigeant d'avoir identifié tous les problèmes, mais s'ils ne sont pas traités ou personne n'est là pour les accompagner, personne ne le fera. Parce que c'est toujours pareil, c'est un peu la gestion de projet classique dans n'importe quel projet. Si on met en place les belles idées, mais que derrière personne n'applique le projet et personne n'applique les recommandations, c'est un projet de plus qu'on met dans le tiroir et qu'on n'applique pas. Ok. Donc, il y a cette partie à la fois, on va dire, en bilan, et puis après la mise en œuvre, après un plan, c'est tout l'enjeu d'optimisation. D'accord. Ok. Très clair. Et après, donc là, on a parlé de la partie préventive, et sur la partie plus curative, à quel moment est-ce qu'il y a un temps où se dire en fait c'est trop tard, ou c'est plus la peine, est-ce qu'il y a cette notion de temps, est-ce qu'elle a une importance un peu dans le process? Ça, c'est souvent une question qu'on me pose, c'est ma facture, elle a déjà 6 mois, c'est trop tard, on n'y arrivera plus. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Quand on parle de temps dans le recouvrement, moi, je pense souvent à 3 choses. La première, elle est très pratique, elle est très concrète, et j'en parlais tout à l'heure, c'est si vous mettez du temps à être payé, vous mettez 90 ou 120 jours à être payé, il va forcément y avoir un problème de BFR et de trésorerie, parce que vous, vos salaires, il faut que vous les sortiez le 30 de chaque mois. Donc, d'ores et déjà, de manière pratico-pratique, vous allez avoir un problème, il va falloir réfléchir à comment vous financez ce décalage de trésorerie. Et puis ensuite, on ne peut pas faire ce qu'on veut en matière de recouvrement des factures impayées. Il y a une notion qui s'appelle la prescription. C'est une sanction qui vient s'appliquer. Si on met trop de temps à récupérer sa créance et trop de temps à activer les procédures, eh bien, on perd notre droit à récupérer cette créance. Autrement dit, on n'y a plus le droit.
Et donc, une facture, si vous mettez trop de temps à récupérer l'argent, eh bien, vous pouvez l'effacer de votre mémoire, vous n'y aurez plus le droit. Et de manière assez synthétique, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais si vous travaillez en B2B, donc que vos clients sont des professionnels de société, vous avez 5 ans pour récupérer l'argent. À 5 ans et 1 jour, vous ne pouvez plus avoir moyen de contrainte de demander à votre client de payer, donc c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et si vos clients sont des particuliers, des personnes physiques, là, c'est du droit à la consommation et c'est 2 ans à compter de la prestation. Donc, ça peut aller assez vite, 2 ans, c'est-à-dire que si au bout d'1 an, on se réveille en disant « bon, il y a des factures, là, ça fait 1 an qu'on n'a pas été payé », mine de rien, il vous reste plus que quelques mois pour vous en occuper, sachant que, et à date, la seule façon d'interrompre ce délai de 2 ans, c'est d'assigner en justice votre client. Donc, ça va vite, et le temps qu'on prenne en charge, qu'on se rende compte déjà qu'il faut prendre un avocat, et puis combien ça coûte, etc., et puis qu'il délivre la convocation, donc l'assignation en justice, et bien on arrive vite à 24 mois, à 2 ans. Donc cette notion de temps et de perte du droit d'agir derrière, donc la prescription, elle est hyper importante, et parfois ça bloque, c'est-à-dire que ah mince, j'ai une facture de 3 ans, bon, bah, c'est même plus la peine, on peut éventuellement passer un coup de fil au client, on n'aura pas de moyen de contrainte derrière, donc c'est perdu. Donc il faut être assez réactif. Et puis après, il y a des stats qui parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que si vous occupez de votre impayé entre 0 et 2 mois d'impayé, vous avez jusqu'à 80% de chances de récupérer cette somme, enfin, la somme qui est due. Et après, la courbe, elle plonge, c'est-à-dire qu'à partir de 6 mois d'impayé, on n'est déjà plus qu'à 50% de chances de récupérer la somme. Et au-delà d'1 an d'impayé, c'est 20 ou 25% de chances de récupérer la somme. La courbe s'écroule. Donc, plus vite on réagit et plus vite on a de chances de récupérer l'argent parce qu'ensuite, ça passe aux oubliettes. Si le client met du temps, par principe, il ne voudra plus payer puisque ça fait trop longtemps dans sa tête et qu'il est déjà passé à autre chose. Donc, il y a plein de raisons comme ça, notamment psychologiques, qui font que récupérer les impayés au bout d'un certain temps, et notamment au bout d'1 an, c'est quasiment perdu. Donc, il faut aller vite en termes de temps pour toutes ces raisons. Du coup, je te laisserai afficher tes contacts. J'ai encore une dernière question, une remarque. Là, quand tu disais, en fait, on a un temps limité pour récupérer l'argent. Quand tu dis récupérer, c'est au sens réclamer, parce que du coup, après, si tu n'as pas fait de procédure judiciaire dans les 2 ans ou dans les 5 ans en B2B. Exactement. Il faut au moins le réclamer. Voilà, c'est ça. Au moins le réclamer dans les 2 ans ou dans les 5 ans si c'est en B2B. Mais réclamer, ce n'est pas un courrier simple ou même un recommandé. Réclamer au sens du droit, c'est assigner en justice, c'est-à-dire fait de rédiger une assignation par un avocat, et cette assignation doit être délivrée par l'huissier de justice obligatoirement. C'est pas j'envoie un recommandé au bout de 1 an et 11 mois, et ouf, c'est bon, je l'ai réclamé dans les 2 ans, donc ça repart pour 2 ans. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Seule l'assignation en justice interrompt ce délai. Donc, si vous n'avez pas assigné votre client en justice dans le délai de 2 ans, c'est un particulier, et 5 ans, c'est un professionnel, merci, au revoir, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Okay. Et donc, typiquement, dans l'accompagnement, en tout cas, que vous allez proposer chez Finao, il y a la gestion de cette partie-là. En fait. C'est-à-dire, on identifie les factures qui sont en souffrance, et en fonction des dates, après, on va mettre en place les process qui vont permettre de respecter ces délais-là, notamment. Mais ouais, c'est toute notre valeur ajoutée. C'est comme moi, je viens de ce milieu-là. Je sais exactement vous dire si ça vaut le coup ou pas le coup, combien ça va vous coûter. Et si on y va, on n'y va pas. Et puis en plus, tout mon réseau est fait là-dedans. Et donc, on travaille. En tout cas, on n'a pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs, ça serait compliqué, mais on bosse vraiment avec des très bons. Ça, pour le coup, on est super content. Donc, si toutefois on doit aller au judiciaire, évidemment, déjà, on accompagne nos clients de A à Z, c'est-à-dire que c'est nous l'interlocuteur. Et en plus, on bosse avec des cabinets d'avocats et d'huissiers. C'est des petites pointures, on est super content. Donc, oui, on accompagne jusqu'au bout parce que ce n'est pas le cœur métier du dirigeant, du chef d'entreprise qu'on accompagne. Donc, on le fait pour lui et on le tient au courant, évidemment, à chaque étape. Ok. Merci Thomas. Une dernière question encore pour conclure. Est-ce que
justement, au travers des expériences que tu as pu vivre avec différents entrepreneurs, différentes entreprises, est-ce qu'il y a un signal ou quelque chose au-delà des aspects purement financiers, enfin, ce retard de paiement, est-ce qu'il y a quelque chose, un fonctionnement au sein de l'entreprise qui peut être une alerte bien avant l'impayé, tu vois, d'un futur dysfonctionnement, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donner une sorte de notion d'alerte C'est plus en difficile parce amont, que quoi? c'est quasiment du cas par cas. Ouais. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire pour justement éviter au maximum d'arriver justement à ce que la question pourquoi ils ne payent pas, et c'est très peu appliqué dans les entreprises, c'est ce système de relance préventive. C'est-à-dire qu'avant même la date d'échéance, envoyez des relances à votre client en disant hey, pep, dans 15 jours, vous devez me payer, rappelez-vous mon IBAN, rappelez-vous comment on fonctionne. Ça règle entre 60 et 70% des contentieux, c'est-à-dire que parfois, enfin souvent, les gens ne payent pas parce qu'ils n'ont pas le bon IBAN, il n'y a pas la bonne virgule, ils n'ont pas compris les process pour payer, la facture elle est repartie en dessous ou le mail est tombé dans les spams. Donc, juste le fait d'envoyer ces relances préventives avant même la date d'échéance, et pas seulement après l'échéance pour les courir après, bah, ça règle en réalité 80% des problèmes. Et on évite de se dire mince, pourquoi il ne paye pas, et essayer de se tirer des profils de tiens, lui, il ne paye pas parce qu'il est dans tel mauvais payeur. Donc, il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur. En tout cas, c'est du cas par cas. Maintenant, pour éviter de poser la question des signes avant-coureurs, le mieux, c'est d'être avant-coureur soi-même et de proposer des relances préventives avant que l'impayé arrive. Et de travailler en amont sur tous les éléments que tu as cités tout à l'heure sur la partie préventive, les process, quoi, vraiment. Pour faciliter au maximum, finalement, le travail du client à payer. C'est de l'amener vraiment à payer très facilement et ça c'est fait. Ça, c'est sûr. D'accord. Super, très clair. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a un autre élément que tu voulais partager Vous êtes présent en tout cas sur Nantes et Rennes, c'est ça, hein? Mais après, exactement. vous accompagnez les clients sur une zone potentiellement plus grande. Mais on est plus du côté de la Bretagne, ouais. On est un peu chaud là-dessus. On aime notre Bretagne, mais on accompagne évidemment toute la France sans aucun problème. Très bien, parfait. Donc du coup, on a les coordonnées. Si vous souhaitez contacter Thomas, n'hésitez surtout pas. C'est ma ligne directe, mon mail direct. N'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de secret. C'est professionnel, donc vous pouvez y aller. Super, parfait. Mais écoute, merci encore Thomas. Voilà, si vous voulez réécouter peut-être certains aspects, donc cette conférence-là sera disponible en replay très très vite. Donc n'hésitez pas à revenir et puis à contacter Thomas et Steven pour toute question. Merci beaucoup Thomas pour le partage. Et très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.